L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Aujourd'hui, si on parlait de la Coupe ICAR, rendez-vous incontournable de cette fin de semaine, d'une discipline aérienne qui offre à ses pratiquants le plein de sensations fortes et d'une petite boisson qui mousse. Et pour parler de ces sujets, je reçois Gérard Vieux, vice-président de la Coupe ICAR. Bienvenue, bonjour. Bonjour. En face de vous, quelqu'un qui connaît bien également l'événement, Rodolphe Cassan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association française de paralpinisme, Rodolphe. On va commencer cette émission en ouvrant un dictionnaire. Paralpinisme, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une contraction en fait, de parachutisme et d'alpinisme. En fait, on appelait ça du base jump avant. Base jump, c'est un acronyme base qui veut dire Building, Antenna, Span et Earth. En fait, se jeter d'un point fixe. Donc un building, une antenne, un pont ou la terre, en fait. Et le paralpinisme, en fait, c'est un randonneur qui escalade la montagne. Et une fois qu'on arrive en haut, vu qu'on est un peu fainéant, on se jette dans le vide et puis on ouvre notre parachute avant de se poser. Ou alors on utilise des vêtements de vol comme les wingsuits actuellement. C'est une discipline qui, en gros, permet de redescendre beaucoup plus vite d'une montagne qu'on y est monté. Il faut quand même arriver à atteindre ces sommets, notamment quand on est en très haute montagne. Là, on vous voit sur ces images. Ça demande de maîtriser deux disciplines quand même assez techniques. Exactement. En fait, dans la dent de crawl, j'ai commencé à faire mes premiers vols là. Donc, c'est là où pas mal de Français ont appris à voler. Et puis après, voilà, le challenge entre guillemets de la discipline, c'est on travaille en moyenne montagne et puis une fois qu'on a des compétences techniques de vol suffisantes, on va axer sur l'alpinisme, chercher des hauts sommets à plus de 4000 mètres. Et donc ça nous demande une technique alpine importante parce que y a beaucoup plus de matériel, il y a des cordes, il y a des piolets, il y a des coinceurs et en autonomie, donc on redescend tout dans nos combis. Vous descendez en quoi ? 2 minutes, 3 minutes en général Voilà, 3 minutes on est posé en général, ouais. 3-4 minutes. Il va y avoir un côté grisant de se retrouver en très haute montagne et puis d'un seul coup, en presque un claquement de doigts, on est de retour, on va dire, parmi la civilisation. Ouais, c'est très compliqué, surtout au début, les premières fois. Je me rappelle des drues, qu'on avait sauté des drues. Parce que l'ascension est lente, en fait. L'alpinisme, la randonnée, c'est lent. Donc on monte avec un temps lent. Donc on prend son temps. Au fur et à mesure, on a l'altitude qui monte, on a le paysage qui se dévoile à nos yeux. Et puis on arrive en haut, on est souvent fatigué parce que c'est de la haute montagne et on profite de tout ça. Et en fait, il y a un paradoxe, c'est que le cerveau, on n'est pas habitué au début à se dire dans 5 minutes, je suis posé en ville en fait. Et c'est ce qu'on est capable de faire maintenant avec les wingsuits actuels. J'imagine qu'il y a une adrénaline particulière. Là, à ce moment, on voit sur les images la seconde où on se jette dans le vide. Là, il n'y a pas de retour possible. Voilà, c'est le point de non-retour, ce qu'on appelle. Donc, il y a une très forte concentration avant. Et malgré qu'on soit expérimenté, qu'on ait des milliers de sauts, il y a le palpitant qui s'accélère. On a le cœur qui va entre 160 et 170. Et, parce que c'est un moment très important. La poussée, c'est le moment où en fait, on va jeter dans l'air. Une fois que la combinaison se pressurise et se gonfle, entre guillemets, on va voler comme un petit avion. Donc, si on s'éloigne du relief, il y a très peu de risques, voire pas de risque du tout. Par contre, la poussée, on passe d'alpinisme ou de randonneur à un objet volant. Et donc, il y a ces 3-4 secondes avant que le vêtement se gonfle qui sont très importantes. Donc, c'est là où ça demande la plus de concentration. Donc, du coup, on a un petit peu le cœur qui bat fort et on est très concentré. Et puis, évidemment, il faut quand même ouvrir le parachute au bon moment. Ouais. On ne peut pas encore se poser avec cette technique-là. Non, en fin de vol, en fait, quand on arrive en bas de vallée, ou alors si les conditions de vent sont mauvaises et qu'on arrive à une altitude, on voit qu'on arrive à une altitude basse, on tire notre parachute. Donc le but, c'est d'ouvrir son parachute à 200-300 mètres sol pour pouvoir avoir le temps de se poser la plupart du temps dans un champ ou un endroit dégagé. Gérard, vous avez fait beaucoup de parapente à haut niveau. Est-ce que vous avez déjà testé le base jump ou la wingsuit ? Alors, j'ai pas eu cette chance. Malheureusement, quand j'ai commencé à voler il y a 30 ans, ça n'existait pas. Alors, si c'était à refaire avec 30 ans de moins, peut-être. Mais je comprends tout à fait ce que dit Rodolphe. Ça nous est arrivé il y a effectivement 25 ans de faire des randonnées en montagne. Ça prend 2 jours pour monter. Je me souviens par exemple d'un vol des Dômes de Miage. Donc, on monte en 2 jours et on redescend donc en parapente en 15 minutes. Donc, cette espèce de dualité montée très lente avec l'esprit du montagnard et puis la redescente rapide avec l'esprit de l'homme volant qui ne sont pas opposables, mais complètement complémentaires. Donc, effectivement, on passe d'une chose à l'autre et je comprends tout à fait ce que nous explique Rodolphe.
C'est vrai qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas le matériel qui permet de faire aujourd'hui ces vrais vols avec ces combinaisons ailées. Oui, en fait, j'ai parlé souvent à la Coupe Picard avec des anciens deltistes, en fait, et qui nous disaient, oui, mais c'est un petit peu ce qu'on faisait nous avant, Oui. qui montaient leur delta et qui se jetaient de falaise au lieu d'avoir des décos plats, de se jeter un petit peu dans le vide. Et en fait, c'était un peu les précurseurs. Nous, on a une structure qui est beaucoup plus légère et beaucoup plus réduite en surface. Ça tient dans un sac à dos, donc on est beaucoup plus flexible, entre guillemets, et léger pour monter. Et voilà, il y a la dent de crawl qu'on a commencé il y a 14 ans, 14-15 ans, 14 ans à sauter en wingsuit. Et ben, on passait pas le plateau, les vêtements n'étaient pas évolués. On avait une finesse qui atteignait 2, mais c'était vraiment pour les meilleurs pilotes. On a plutôt commencé à 1,5, voire 2. Et puis maintenant, les combis actuels permettent d'avoir 3 de finesse. Là, on voit des images d'archives. Hein, il y a une quarantaine d'années. Alors, c'était pas encore de la wingsuit, mais il y avait déjà des précurseurs qui tentaient de sauter des parois rocheuses avec un parachute. Oui, c'est les premiers sauts de base jump en France. C'est Éric Beau en 1989 dans la paroi des Fises au marteau. Voilà, donc ça venait du parachutisme. Et puis à l'époque, c'était vraiment ultra expérimental. Hein. Ils n'avaient aucun feedback, aucune notion. Donc c'était des parachutes de secours d'avion modifiés. Et ils allaient à l'aventure, entre guillemets, en essayant de découvrir cette nouvelle activité, souvent à risque à l'époque, parce que vu qu'ils ne connaissaient pas les risques, ils avaient du mal à les maîtriser. C'est une discipline spectaculaire, mais également une discipline technique. Cette combinaison, elle évolue d'année en année, elle permet d'aller de plus en plus loin, c'est ça, dans les vols ? Oui, elle évolue doucement, en fait. C'est assez lent comme développement, mais on peut parler de 5% par an d'amélioration. Ce qu'on a amélioré, c'est surtout la mise en pression, c'est-à-dire qu'on jette en 2 secondes, maintenant en 2-3 secondes, on arrive à avoir le vêtement complètement gonflé, donc on s'éloigne de la falaise. Et après, ça nous permet de voler, c'est des engins qui volent mieux qu'avant. Donc on va plus loin dans les vallées et on commence à prendre des thermiques, donc c'est pareil, on se rapproche un peu Vous pouvez remonter Alors on peut remonter quand on est en survitesse, on appelle ça le flair, mais on peut, en fait, quand je fais des sauts de haute montagne, je vais chercher les faces au soleil pour pouvoir gratter en distance et me déplacer plus longtemps. Et en fait, ça, on n'a rien inventé, ça vient depuis très longtemps de nos amis parapentistes et deltistes à l'époque. Et du coup, ces surfaces qui sont de plus en plus grandes, nos finesses qui se rapprochent de 3 en standard, avec les thermiques, on arrive à 3,5, 4. Et en fait, nous, ça devient extraordinaire parce qu'on commence on touche un petit peu, c'est quelques secondes, on ne fait pas des minutes de vol de thermique, mais on arrive à faire des dizaines de secondes de vol en thermique. Alors, c'est une discipline également accidentogène, hein, vous l'avez dit, les précurseurs, mais encore aujourd'hui, il y a beaucoup de wingsuiters qui prennent beaucoup de risques sur leur vol, notamment pour faire des images spectaculaires. Oui, alors, en tant que président de l'association de paralpinisme, on a eu beaucoup de réflexions là-dessus. Et mon point de vue, c'est qu'en fait, le sport est jeune en fait, hein, et peu mature. Du coup, on va avoir, ce que je vois, c'est 2 branches. Il y aura une conduite addictive un petit peu à l'adrénaline et au risque. Donc les gens vont faire de la proximité. C'est ce qu'on voit quand les gens sont dans les arbres. En fait, vont vouloir avoir ce rush en fait, et cette décharge de dopamine, d'endorphine à la fin du saut. Et il y aura une branche en fait qu'on pousse avec l'association de paralpinisme de personnes plus responsables en fait, c'est-à-dire responsables de sa vie, responsables des autres, responsables des villes survolées ou des endroits, des lieux, voilà, et avec aussi un aspect nature de ramasser les déchets par exemple quand on fait des randos. Et en fait, le sport est jeune, donc forcément rien n'est blanc ou noir, ça sera un petit peu des deux, mais je pense que dans les années à venir, il y a des gens qui voudront faire la wingsuit sans prendre de risques, et c'est complètement faisable en fait, parce que c'est le pilote qui prend des risques. C'est pas s'il y a une bonne météo, je veux dire la dent de crawl avec le niveau qu'on a maintenant et les combinaisons, pas de problème. On fait un vol, on va pas prendre un avion, il y a pas d'incident, les parapentes, il faut faire quand même un peu attention, mais il y a aucun risque. Par contre, si on décide de se mettre dans la pente, dans les arbres, d'aller se faire un slalom à 1 mètre ou 1,50 m de sol, on prend des risques comme quelqu'un en moto en fait, qui va aller vite pour avoir des sensations. Et puis malheureusement, les statistiques, à force de répétition, c'est fatal. On parlait de la dent de crawl qui est un peu le spot ici en Isère pour la wingsuit, avec 300 ou 400 mètres, c'est ça, de falaise. On le voit là sur ces images qui permettent de bien prendre son envol. Voilà, exactement. Il y a 350 mètres de vertical. En fait, donc dans les débuts des premiers sauts, c'était pas très haut, mais c'était suffisamment. Ça devenait c'était entre technique et suffisamment haut. Ça nous permettait de partir. Et puis maintenant, avec le niveau qu'on a, une nouvelle combinaison, c'est des sauts qui sont, on va dire, faciles d'accès. Et on prend vraiment du plaisir parce que cette grande verticale nous permet. Je parlais de la concentration au départ.
on reste concentré, mais on sait qu'on a de la marge. Si on est un petit peu tête en bas, on va avoir la marge. Et du coup, on peut faire des sauts en groupe. Et c'est beaucoup plus relaxant. Et c'est intéressant aussi de voler en se faisant plaisir avec le sourire, sans prendre des risques tout le temps. Vous arrivez à passer d'ailleurs le plateau de Saint-Hilaire pour aller jusqu'à la vallée de l'Isère en dessous. Hein. Voilà, il y a 14-15 ans, c'était vraiment le challenge et c'était les meilleurs wingsuiters au monde. En fait, c'était vraiment le challenge. En fait, l'un des premiers challenges en wingsuit au monde, c'était de passer ce plateau avec les premières combis. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a rencontré Daniel, président de la Coupe Icare, en se posant dans son jardin parce qu'on n'arrivait pas à passer justement la dent de crawl. Vous arrivez à Saint-Hilaire? Non, on s'est posé dans son jardin en fait. Et les rencontres ont été faites comme ça parce qu'on ne passait pas. Et puis voilà, les combinaisons ont évolué, nos techniques ont évolué, donc on passe. Et puis après, on a commencé à passer aux antennes, à Saint-Pancras, à Saint-Hilaire. Et puis maintenant, avec des bonnes conditions météo, on a vraiment des marges de sécurité. Il y a des gens qui arrivent à faire des transitions avec du vol d'eau. Mais ça reste un spot majeur parce qu'il y a 1800 mètres de vol. Et puis c'est un cadre, on est dans le parc naturel du Vercors, c'est magnifique. À Chartreuse, mais le Vercors est beau aussi. Oui, le parc naturel Chartreuse. Gérard, la wingsuit, le saut depuis la dent de crawl, ça fait partie du programme officiel de la Coupe Icare que depuis un an, depuis 2018. Vous étiez un petit peu réticent à officialiser cette discipline? En termes d'organisation, on n'a jamais été réticent. Parce qu'on sait bien qu'effectivement, on fait progresser une discipline par la responsabilisation des pilotes. Par contre, les difficultés qu'on avait, c'était à expliquer ça aux autorités. C'est pour ça qu'au début, chaque fois qu'on avait effectivement envie de mettre des wingsuiters au programme, c'était un petit peu délicat d'expliquer à l'aviation civile, à la préfecture, à la police de l'air que finalement, on pouvait faire ça en toute sécurité. Et puis en expliquant finalement qu'à partir du moment où on encadre une discipline, où on joue sur la responsabilité des pilotes plutôt que de subir l'événement, c'est beaucoup plus simple. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, avec Rodolphe et ses camarades, je veux dire, ça fait officiellement partie du programme sur des créneaux horaires qui sont parfaitement identifiés. Donc les shooters peuvent s'élancer dans un ciel qui est parfaitement dédié à leur activité, sans aucun... il n'y aura pas de gêne. Il n'y aura pas de gêne, il n'y aura pas tout à fait. Et ça s'est excellemment passé l'année dernière. Et donc, c'est avec plaisir qu'on recommence cette année sur des créneaux encore étendus. Donc, le public pourra assister. Vous êtes le directeur de cette partie-là des vols de la Coupe Icare, Rodolphe. Donc, c'est vous qui avez la responsabilité pour que ça se passe bien. Le public pourra donc assister. Il vaut mieux être en haut au départ, j'imagine, pour vivre vraiment la sensation que vous pouvez ressentir. Ça dépend. Au départ, c'est un petit peu de stress. Le groupe qui se met en place, donc c'est intéressant. Après, on passera à côté, de la moquette, c'est le décollage nord. Au décollage nord, donc là, c'est là où il y aura le plus de proximité pour voir des wingsuiters en vol et en formation. Et après, il y a le posé qui sera à Limbin, où là, c'est l'euphorie et justement toute l'énergie, toutes les hormones qui relâchent. Et là, c'est intéressant aussi de voir ce que ça procure. 1h30 de marche, un vol entre amis et puis posé sous sa voile. En toute sécurité. C'est à quelle heure les créneaux ce week-end de vol? Donc jeudi et vendredi, on a une démo à 16h55. Et samedi et dimanche, c'est le matin à 11h55 si je me rappelle bien. Et l'après-midi, 16h55. Je vous invite à consulter le programme pour confirmer. Pour être sûr, il y a de toute façon tout le programme effectivement de la Coupe Icare sur le site de l'événement. C'est la 46e édition, Gérard. Elle est connue évidemment par son concours de déguisement, qui est un peu la vitrine de l'événement, qui peut-être le phagocyte aussi un petit peu, parce qu'on l'associe peut-être trop à ce temps fort. C'est vrai que c'est l'événement qui est le plus parlant, le plus visuel. On en sort des photos extraordinaires avec des couleurs. Je veux dire, on a les images sous les yeux. C'est clair que pour le grand public, c'est ce qui est le plus marquant. On part toujours de ces fous volants qui font un petit peu, qui rivalisent d'imagination pour trouver des déguisements nouveaux à chaque fois. D'un autre côté, effectivement, depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, on s'est attaché à étendre un peu le volume d'activité. C'est pour ça que maintenant, en fait, on a toutes les disciplines aériennes de loisirs. Au début, c'était le parapente, au début, c'était le delta, puis le parapente, et maintenant, on a aussi les ULM, on a des paramoteurs, on a des planeurs, on a pratiquement toutes les disciplines aériennes de vol, de loisirs. Et donc, c'est notre ambition de continuer à être la manifestation qui rassemble tout le monde. C'est facile d'apporter à chaque fois de la nouveauté. C'est un événement important, il se passe beaucoup de choses, mais les disciplines ne sont pas extensibles. Bon, il y en a de temps en temps qui se créent, comme le paralpinisme, mais ce n'est pas tous les ans. C'est vrai, mais de l'autre côté, maintenant, on en est rendu à une situation où, au niveau de l'organisation, on en est plus à gérer les propositions qu'on nous fait spontanément. C'est-à-dire que les gens sont demandeurs. Par exemple, l'année dernière, on a eu la PAF, la Patrouille de France, c'est extraordinaire, c'est eux qui étaient demandeurs. Ils voulaient venir sur Saint-Hilaire. Ils voulaient venir sur Saint-Hilaire. Une des raisons, c'est parce que c'est un des seuls spots au monde où ils évoluent à la même altitude que le public.
C'est-à-dire que les gens n'ont pas de problème de cervical, ils regardent à l'horizontale et les pilotes de voltige peuvent voir le public à proximité. Donc on en est au point maintenant où les gens demandent. Donc nous, après, il nous faut simplement gérer les différentes propositions, voir ce qui est possible et voir ce qui est compatible et cohérent avec la manifestation dans son ensemble. Alors la preuve de la notoriété de la Coupe-Icare partout dans le monde, c'est que les Chinois, alors, je ne vais pas dire qu'ils nous ont copiés, mais ils sont venus vous voir il y a quelque temps pour organiser une Coupe-Icare là-bas en Chine. Tout à fait. Donc en fait, ce sont des Chinois passionnés aussi par le parapente et les choses de l'air. Une personne, monsieur Wang, avait l'habitude de venir tous les ans depuis 4 ou 5 ans. Ils sont rentrés en contact avec nous et on a construit ensemble les moyens de les aider à organiser quelque chose chez eux. Donc l'année dernière, c'était la première édition, donc Rodolphe et moi y étions. Donc on a découvert aussi une superbe région avec des décollages à 4000 mètres d'altitude. Et c'est la deuxième année, donc cette année, il y avait une deuxième édition qui était cette fois sur la côte de la mer Jaune entre Shanghai et Pékin, sur un format un peu différent. Mais ils ont cette ambition, effectivement, avec les années, d'avoir un événement qui grandit en volume. Et tous les ans, bien sûr, on les accueille avec plaisir. On leur fait partager notre organisation vue de l'intérieur pour les aider à progresser. Alors, parmi les invités de cette Coupe-Icare ici en Isère, il y aura d'ailleurs des Chinois, vous me l'avez dit, qui seront présents pour cette édition. Il y aura également quelqu'un qui s'appelle Christian Moulec qui vient avec des oies sauvages. Hein. Il s'est fait connaître justement par sa capacité, on le voit sur ces images, à voler en ULM avec des oies presque apprivoisées. Ça, j'imagine, ça va aussi plaire au grand public. Oui, donc Christian, il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu à la Coupe-Icare. La dernière fois, je crois que c'était une petite dizaine d'années. Effectivement, imaginez simplement son ULM pendulaire qui se détache sur le ciel avec tout son cortège d'oies à proximité. C'est absolument extraordinaire. Donc c'est avec grand plaisir qu'on va le réaccueillir cette année. Un wingsuiter qui volerait comme ça avec les oiseaux, Rodolphe, c'est imaginable? J'ai des amis qui travaillent avec des aigles, en fait. Donc ça... Enfin voilà, nous on a des vitesses, on a des vitesses de vol en vol lent entre 80 et 120 km/h. Donc c'est faisable. Après, voilà, c'est du travail avec les oies et le LM, je ne sais pas combien d'heures et faut avoir petits les oiseaux, travailler avec eux, donc c'est beaucoup de boulot. Mais c'est sûr, ça serait fantastique de pouvoir voler avec eux. Moi j'aimerais bien qu'ils me filment l'oiseau vu qu'il a un meilleur niveau que moi. On aura la chance de l'avoir, Christian Moulec, sur ce plateau là dans les prochains jours. Il est aussi un peu l'œuvre, la face cachée du nouveau film de Nicolas Vanier qui s'appelle Donne-moi des ailes, qui raconte son histoire. Je parle de film parce qu'il y a aussi un volet cinéma pendant la Coupe-Icare. Ce sont les Icars du cinéma. C'est un moment important. Ça fait plus de 35 ans que ça existe, avec là aussi une diversité d'activités qu'on peut voir sur grand écran. En fait, on essaie d'avoir la même diversité sur grand écran que la diversité qu'on a dans le ciel. Donc, naturellement, on retrouve en fait toutes les disciplines aériennes dans les films. C'est des films qui viennent d'un peu tous les pays du monde maintenant. Ça va du format très court de quelques secondes, des fois, au format 52 minutes, voire plus, avec effectivement une grande diversité. On a vu par exemple un aigle qui volait à Dubaï. Ici, on voit des largages en biplace. Ici, on vient d'entrevoir une image de gens qui sont allés faire du kitesurf sur le Salar d'Uyuni en Bolivie. Je ne sais pas si vous connaissez le lieu. C'est un très très beau film qu'on a cette année. Il faut savoir que c'est un désert de sel avec tous les ans, à une certaine époque de l'année, une petite couche d'humidité dessus qui fait qu'on peut naviguer dessus. Et donc on a ce très beau film cette année qui sera en projection. Rodolphe, c'est aussi un peu votre univers, la vidéo, les films. Vous êtes réalisateur quand vous ne sautez pas en wingsuit. Vous n'avez pas de film en compétition cette année? Alors cette année, j'y suis pas. J'ai présenté au Thémanou en fait avec Julien Millot il y a 2 ans. Et là, je reviens de Corse-Sardaigne où j'ai réalisé un documentaire 52 minutes sur les îles de beauté. Approche en stand-up paddle, approche en marche et escalade et redescente sur la plage en wingsuit. Ce sera pour 2020 celui-là alors. Pour l'année prochaine. Au Thémanou, c'est le nom d'une région de Polynésie française, c'est cette montagne-là. C'est le sommet de Bora Bora, oui. Voilà, que vous culmine à 770 mètres. Voilà, vous étiez pratiquement les premiers à grimper au sommet et surtout à en descendre en quelques secondes. Voilà, c'est un petit peu la carte postale et c'est... j'ai connu la Polynésie, ça faisait 4-5 ans, j'y allais tous les ans. J'ai ouvert le premier saut sur l'île de Mopiti, un petit saut de base jump en ouvrant directement. Et puis j'avais cette dent qui me travaillait un petit peu. Donc j'ai profité de mon ami Julien
Je me suis dit avec lui, rien ne pourra nous arrêter. Et puis voilà, on a réussi à mener l'expédition à bien et puis faire un joli petit film. Voilà, Julien Millot, qui est aussi un spécialiste de ce genre d'activité aérienne. Le plus compliqué, c'était de monter. Je crois que vous avez mis près de 4 ou 5 jours pour arriver au sommet. On a mis 5 de la jours montagne. pour arriver au sommet parce qu'on avait, on avait beaucoup de matériel, on ne connaissait pas, il n'y avait pas d'eau, donc il y avait beaucoup de portages. Une face nord qui n'avait jamais été grimpée par là où on est passé. Donc voilà, 5 jours d'approche pour arriver au point de saut. Très bien, merci à tous les deux. Ce sont des bons vivants, les libéristes. La bière va couler à flot pendant la Coupe Icare ou pas? Oh, je le crois. Peut-être pas avant les sauts, mais après. Avant les sauts, non. Après, sûrement pour fêter ça, une petite bière, toujours agréable. Bon, elle va couler encore plus à flot la semaine prochaine à Grenoble. On va voir ça tout de suite avec notre carte blanche. Aujourd'hui, c'est Laurie qui s'y colle et qui a donc choisi sa musique d'entrée en lien avec sa chronique. J'ai reconnu Patrick Sébastien. Petite mousse. Ah ouais, le bonhomme en mousse et la petite mousse. Bonhomme en mousse. Il n'y a pas beaucoup de chansons qui font des mousses. Hein, donc, Ouais, non, j'avais trouvé que celle-là sur le moment. elle est Je trouvais très que bien, c'était ça pas nous met mal. en entrain pour finir l'émission. Donc voilà, j'ai un petit peu dévoilé le sujet de ta Voilà. chronique. Hein, tu vas nous parler de bière. De mousse. De mousse. Donc cette semaine, focus sur le festival Une Petite Mousse qui a lieu le 27 et le 28 septembre prochain. Alors le festival, c'est 2 jours 100% bière artisanale et culture locale pour plonger en fait la tête la première dans le houblon. Alors avant de faire tout ça, on va revoir ensemble les bases. Est-ce que vous connaissez l'entreprise Une Petite Mousse ? Ça me dit Alors, rien. Rodolphe, il n'est pas d'ici, donc c'est normal. Donc en fait, c'est un petit peu la Mecque de la bière. L'aventure a commencé en 2013 avec Jonathan Bonzi. Il était aux commandes. Il a créé la start-up grenobloise pour démocratiser en fait la bière artisanale avec l'envoi de coffrets de bière mensualisés. Et je vous propose de l'écouter. Alors, on a commencé Une Petite Mousse en 2013. À l'époque, on était 2 associés, Manu et moi. On travaillait dans la même boîte d'informatique. Et chaque mois, on avait l'habitude d'aller chez un caviste faire une sélection de bières. Et quand on a vu apparaître les box de maquillage, de vin qui fonctionnaient bien, on s'est dit, tiens, c'est marrant ce qu'on fait entre nous en physique, on pourrait voir si ça marche sur Internet. L'idée, c'est d'arriver à créer un parcours de dégustation avec un coffret Une Petite Mousse. Donc, une personne qui démarre un abonnement, elle commence par un coffret avec une sélection bienvenue. Et après, une fois la dégustation faite, nos abonnés nous font un retour avec leurs avis pour dire j'aime bien cette bière, j'aime un peu moins celle-là. On connaît mieux leur goût, on est capable d'adapter les prochaines sélections et aussi de savoir quelle bière va fonctionner dans quelle géographie, quelle nouvelle recette fonctionne ou ne fonctionne pas. Ouais, c'était une bonne idée de faire tester les bières aux consommateurs pour pouvoir faire un volume assez important. L'entreprise, depuis ses débuts, a bien évolué et il y a pas mal de projets qui ont vu le jour derrière. C'est ça. Donc depuis 2013, ça a bien évolué. En 2017, s'est ouverte la brasserie Une Petite Mousse à Échirolles. Donc l'entreprise n'est plus seulement revendeur, mais elle devient aussi producteur. L'entreprise élabore avec ses brasseurs des bières artisanales dans ses ateliers et elle partage ensuite donc avec la communauté pour choisir les saveurs, etc. Ensuite, la même année, donc l'entreprise a créé la houblonnière bio à Saint-Martin-du-Riage. Alors pourquoi le houblon ? En fait, c'était le seul ingrédient qu'il manquait pour réaliser entièrement la bière localement, parce qu'on trouve en Isère bien sûr l'orge, la levure et l'eau. Et puis en 2019, cette année, donc le bar Une Petite Mousse à Grenoble, sur l'esplanade André Farcy, pour boucler la boucle. De la fourche à la pinte au comptoir. Dans le bar, on retrouve 7 becs pression avec 3 bières permanentes issues de leur production et 4 découvertes. Donc on peut boire de la bière iséroise. Hein, C'est ça. Avec le houblon fabriqué au-dessus de Grenoble. Exact. Bon, donc le dernier projet en date, si j'ai bien compris, c'est ce festival qui se lance dans quelques jours. Voilà, c'est ça. Donc du coup, pour continuer leur lancée, ils ont créé donc le festival Une Petite Mousse. Donc au programme pour cette première édition, donc le vendredi 27 septembre, il y a une chasse à la bière et pas une chasse aux œufs. Donc c'est une déambulation à travers Grenoble à l'aide d'une carte interactive. Et là, on va pouvoir découvrir différents spots de bière artisanale. Le samedi, donc 28, sur le parvis de l'esplanade André Farcy, il y aura 5 brasseurs qui vont proposer des animations et des dégustations. Et il y aura surtout un atelier pour connaître un petit peu les coulisses et les secrets du brassage. Et puis surtout, samedi, moi j'aime beaucoup, c'est la scène en plein air, côté musique. Et donc à 19h30, concert live du groupe Talisker. Donc c'est un groupe de rock qui a été formé en 2013, donc un groupe grenoblois, un petit peu à la Chuck Berry et à la Elvis. Et je vous propose d'écouter un extrait. Come on, everybody, snap your fingers. Come on, everybody, and clap your hands real loud.
pense que c'est ton style un petit peu. Ah, moi j'aime bien le côté Elvis rural avec la pioche en forme de micro. Je ne sais pas si Elvis buvait de la bière, mais en tout cas, Thalys Kerr mettra l'ambiance, c'est sûr, sur ce festival. Donc 27 et 28 septembre, ouais. La première édition. Merci Laurie, tu aurais pu nous amener des bières quand même. Bon, j'ai hésité, mais bon, tu sais. Ouais, mais bon, ils ont du boulot, Rodolphe et Gérard, pendant le week-end, donc il ne faut pas non plus les tenter. Il y aura de la musique d'ailleurs pendant la Coupe Icare, ça fait aussi partie de l'événement. Ça fait partie de l'événement, bien sûr. Bon, on salue Marianique, qui est la chanteuse presque de la locale de l'étape, qui anime souvent les éditions de la Coupe Icare. Merci en tout cas, bonne continuation à tous. Laurie, n'abuse pas quand même le jour du festival. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.